Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nouveau sujet, nouvelle vidéo, c'est normal. Le G-word. Alors tout le monde connaît ce qu'on appelle le N-word pour les initiés, hein, à savoir ce mot que nous ne devons surtout pas prononcer. Alors quand je dis nous, souvent nous-mêmes dans notre communauté, pour stigmatiser telle ou telle personne qui n'aurait pas ce degré de conscience que nous avons nous, puisque nous, c'est évident, déjà quand nous étions un fœtus, nous avions une conscience tellement poussée que effectivement nous ne sommes pas concernés. Et donc le N-word qualifierait des personnes qui n'ont pas notre degré de conscience. Mais quand ce mot qui commence par N est prononcé par d'autres communautés et qu'il s'agit de parler de notre peuple, effectivement ce mot est tout à fait stigmatisant. Personnellement, je pense que le mot est stigmatisant en général. En tout cas, il y a quand même un consensus pour dire que le N-word est un terme offensant utilisé pour rabaisser ou pour piquer une personne de façon à montrer qu'elle trahit sa communauté ou simplement qu'elle est une personne méprisable. Mais évidemment, le mot est très connoté et finalement, c'est un mot fait pour destiné à perpétrer un outrage à l'encontre d'une personne ou d'une communauté. Donc le N-word, à mon avis, il ne faut surtout pas l'employer, ce mot qui commence par N. Mais par contre, la question d'aujourd'hui est la suivante. Avez-vous déjà entendu parler du G-word? Alors j'imagine que non, le mot qui commence par G, évidemment, j'ai voulu innover de cette façon et parler de ce mot qui commence par G, tout simplement pour dire qu'il y a un mot décrivant une situation gravissime, très grave, dramatique, et le mot est faible. Et généralement, ce mot qui commence par G, on ne l'emploie que quand la situation est tellement catastrophique, et tellement sans espoir d'amélioration, est tellement lamentable que bon, bah là, on peut se permettre de l'employer, ce mot qui commence par G. Malheureusement, le mal est fait. Alors vous allez me dire, quel est ce mot mystérieux qui commence par la lettre G? Alors si ça peut vous aider un petit peu, c'est un mot qui s'orthographie de la même manière et qui décrit le même phénomène, qu'il s'agisse de la langue anglaise ou qu'il s'agisse de la langue française. Vous allez me dire, bah, on n'est pas plus avancé que ça. Alors je vais spoiler, enfin, disons que je vais spoiler un peu l'histoire, ou je vais carrément vous révéler quel est ce mot. C'est le mot génocide. Et oui, le mot génocide, on ne l'emploie que quand le génocide, malheureusement, est bien consommé. Tout pendant que le génocide se perpétue, bizarrement, on a du mal à l'employer. Alors, soit c'est par rapport à des calculs bassement politiques ou des stratégies politiciennes que j'estime quand même assez lamentables, parce qu'on se dit, si je l'emploie au moment où le génocide se produit, je vais être stigmatisé et ça va freiner ma carrière politique. Et donc, mieux vaut regarder ailleurs et pourquoi pas dénoncer le génocide une fois qu'il a été bien consommé. Comme ça, je ramasse la mise. C'est toujours intéressant d'un point de vue politique et c'est sans danger puisque de toute façon, au moment où il ne fallait surtout pas prononcer le G-word, j'ai eu la sagesse, alors je ne sais pas si on peut appeler ça de la sagesse, de me taire. Alors quels sont les exemples de génocide dans l'histoire de l'humanité où effectivement on préférait se taire au moment où le génocide était en train de se perpétrer et où on a jugé tout à fait bon d'en parler de façon très indignée, avec toute la théâtralité qu'on peut imaginer dans ces circonstances, une fois qu'il a été consommé. Alors évidemment, il nous vient à l'esprit du fait d'un travail qui a été fait à ce niveau de mémoire et qu'il faut comprendre. Bien sûr, le génocide des Juifs d'Europe pendant la Deuxième Guerre dite mondiale, effectivement, donc ce génocide, aujourd'hui, qui, pour beaucoup d'entre nous, fait partie de l'histoire qui nous est enseignée même à l'école, et c'est quelque chose de tout à fait évident que ce génocide a eu lieu, etc. Sauf qu'au moment où il se perpétrait,
est-ce qu'il y avait suffisamment de voix pour le dénoncer dans les pays dits éveillés sur la question. Peut-être dans une autre vidéo, j'y reviendrai, mais il y a des personnes qui n'étaient pas forcément concernées au premier chef et qui, effectivement, ont essayé d'alerter l'opinion publique sur ce qui se perpétrait en Allemagne dans les premières années où Hitler était au pouvoir. C'est un exemple parmi d'autres. Le phénomène qui se pose aussi lorsque des génocides peuvent arriver, c'est que les populations victimes des génocides, et notamment les intellectuels liés ethniquement ou de façon communautaire à ces populations, préfèrent se taire. Non pas qu'ils préfèrent se taire, mais la question du génocide est quelque chose de qui semble tellement gros, tellement impossible à verbaliser, à exprimer et même à dénoncer, que souvent on est frappé d'une incapacité à s'exprimer sur ce qui se passe réellement. Parce qu'on se dit non, c'est pas possible. C'est pas possible que ça puisse arriver maintenant. C'est juste pas possible. Et donc on ne prend pas la mesure de l'événement parce que il y a une incapacité. C'est un peu ce qu'on appelle, par exemple dans la langue omienais, on appelle ça akete. Akete, c'est la peur panique. La peur panique, on est complètement pétrifié et on est incapable de réagir. Et bien justement, quand un génocide se produit, même si on est lié au peuple victime du génocide, mais qu'on est séparé par des centaines ou des milliers de kilomètres, on a beau faire partie de l'élite intellectuelle soi-disant éveillée, mais on va avoir du mal à verbaliser ce qui se passe parce qu'on se dira non, ça dépasse l'entendement. Surtout si on n'a pas toutes les preuves matérielles pour décrire ce qui se passe parce qu'on n'est pas sur place ou voilà. Et puis toute politique génocidaire, bien sûr, est accompagnée d'une propagande pour masquer ce qu'il se passe réellement. Sur le plan plus récent, on a effectivement aussi en mémoire le génocide du Rwanda. Alors, à l'époque, moi personnellement, j'ai pu non pas être sur place au Rwanda au moment où cela se perpétrait, mais effectivement, avec la presse à l'époque et les différents médias qui s'occupaient de la question, prendre la mesure de ce qu'il se passait réellement au Rwanda en avril 1994, après donc le fait que l'avion qui transportait le président Habyarimana du Rwanda ait pu être abattu. Et effectivement, ensuite, cet événement a déclenché donc, le génocide des Tutsis et des Hutus modérés donc, au Rwanda. Et au moment où cela se passait, les médias internationaux ne parlaient pas de génocide, me semble-t-il. Hein. On parlait de massacre, mais on ne parlait pas de génocide. Aujourd'hui, c'est devenu une question tout à fait naturelle et tout à fait normale de parler du génocide du Rwanda de nombreuses années après. Aujourd'hui, nous sommes en 2022, et donc ce génocide de 1994 est considéré comme un génocide, et cela ne fait l'ombre, cela n'est pas battu en brèche par une quelconque contestation. Donc voilà, aujourd'hui, il se passe actuellement une politique de purification ethnique menée par l'Indonésie en Papouasie de l'Ouest. Mais là, effectivement, l'Indonésie, c'est peut-être parce que ce pays est le pays musulman le plus peuplé au monde, que c'est un pays très peuplé, qui est une puissance sous-régionale en Asie. Et effectivement, c'est un pays sans doute à qui on vend des voitures, avec qui on fait du commerce, et effectivement stigmatiser, donc en plus ce serait une façon de stigmatiser l'islam de façon indirecte, puisque c'est le pays musulman le plus peuplé au monde, donc ce serait très mal vu pour des raisons idéologiques, ou pour des raisons économiques, ou pour des raisons liées à ce qu'on appelle la realpolitik, de critiquer ce qui se passe actuellement en Papouasie de l'Ouest, avec cette politique impérialiste d'annexion, est très brutale et très raciste du gouvernement indonésien contre la population papoue, qui est une population
donc noir, on peut le dire, si tant est que le mot noir ait un sens, ben, effectivement, sur le plan phénotypique, ce sont des noirs, et ce sont des populations de la Papouasie. On connaît la Papouasie qui est indépendante, mais on connaît mal la Papouasie de l'Ouest, qui fut naguère une colonie néerlandaise, et qui fut ensuite victime d'une tentative d'annexion de l'Indonésie. Et donc, il y a effectivement la distance géographique qu'on peut avoir, pas seulement la distance, comment dirais-je, idéologique, mais aussi la distance géographique qu'on peut avoir par rapport à un territoire, et qui fait en sorte que la méconnaissance que nous avons des lieux où des génocides se perpétuent nous empêche effectivement de prendre la mesure de ce qu'il se passe au moment où ça arrive. Alors peut-être que j'espère simplement que il ne faudra pas attendre 5 ans, 10 ans, voire même 20 ans pour reconnaître que la politique de purification ethnique pratiquée par l'Indonésie en Papouasie de l'Ouest peut être considérée donc, comme un génocide. Donc voilà la problématique. Aujourd'hui aussi, certaines personnes, certains activistes dans différents continents pensent que la politique de marquage médical avec des pratiques médicales intrusives au niveau des différentes populations du monde peuvent être qualifiées de génocide dans la mesure où il s'agit d'injecter des substances toxiques qui peuvent faciliter la dépopulation du monde, ce que les autoproclamés maîtres de la Terre ont dans leur viseur depuis de nombreuses années. Et donc, effectivement, si un homme politique veut faire carrière dans son pays, c'est carrément, ça équivaut à un suicide politique que dénoncer ces pratiques eugéniques. L'eugénisme, c'est la sélection de qui doit vivre ou qui ne doit pas vivre. Et ben, effectivement, à partir du moment où on dénonce les pratiques médicales eugéniques ou eugénistes, pour un homme politique, c'est quasiment un suicide. On est sûr d'être complètement disqualifié et d'être qualifié, vous savez, de ce fameux mot qui se termine en isme et qui empêche toute forme de réflexion. Donc, en fait, cette vidéo était faite aujourd'hui pour établir une sorte de réflexion par rapport à cette notion de génocide. Et ce G-word, ce mot qui commence par G, c'est un mot, malheureusement, qu'on utilise après coup. Et si la conscience de l'humanité devait progresser à pas de géant, il faudrait employer l'expression de génocide au moment où le génocide est en train d'être perpétré, et pas revenir la goule enfarinée 10 ou 20 ans après, pour parler de façon très lyrique de génocide, pour signer des contrats après, simplement parce qu'on a revu sa boussole politique en fonction des intérêts du moment. Donc essayons d'être peut-être plus sourcilleux sur ces questions, de façon à ne pas chercher forcément ce qui est à la mode actuellement en termes de dénonciation, mais sachons aiguiser notre conscience humaine de façon à dénoncer les génocides au moment où ils sont en train d'être perpétrés. Voilà, c'était le but de cette petite vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a intéressé, et je vous donne rendez-vous pour très bientôt pour d'autres vidéos sur des sujets qui, j'espère, vous intéresseront aussi. C'est le but.